tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi. Bonjour, le plaisir désavoué, le bonheur perdu de la fête. Alors peut-on jouir dans un monde injuste sans être complice de l'injustice ? C'est la question que pose le philosophe Michael Fossel dans son nouvel essai Quartier rouge. Il fait du plaisir une force révolutionnaire, voire subversive. Il sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, l'amour ne dure pas éternellement. Vous le savez peut-être, mais d'autres le découvrent encore. Le bel âge d'une adolescente qui va devoir surmonter le divorce de ses parents. Prix Jean Vigo, la réalisatrice Axelle Repère est notre invitée aujourd'hui pour son nouveau film Petite Solange, en salle demain, mercredi, avec notamment la jeune Jade Springer, Léa Drucker et Philippe Catherine. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. C'est nos 20 ans de mariage, aujourd'hui. C'est la grosse crise entre mes parents. Quand mon père a commencé à dormir dans le salon, il n'est plus jamais revenu à la chambre. C'est juste pour quelques jours, hein, tu sais, Solange. Tu sais qu'il est interdit de pleurer comme ça quand on a 13 ans. La petite Solange. Il y a le monde des enfants et le monde des adultes. J'espère que tu comprends la différence. « 14 ans. Et puis un jour, tu auras 15 ans, 16 ans, 17 ans. Solange a 13 ans, plutôt rêveuse et réservée. Elle vit sa vie de collégienne tranquille à Nantes. Son quotidien se partage entre ses cours, sa copine de classe, Lily, et la famille, ses parents qu'elle adore, son grand frère qu'elle admire. Quand surgissent les premières disputes et que l'ombre d'un divorce semble se préciser. Bonjour Axelle Repère. Bonjour. Le film s'appelle Petite Solange, mais il aurait pu s'appeler comment ? Triste histoire, la séparation, la double séparation même, parce qu'elle doit à la fois affronter le divorce de ses parents et le divorce avec l'enfance. C'est ce qui se joue pour elle à travers ce divorce de ses parents. Alors, c'est pas un titre triste, c'est plutôt un titre tendre. Voilà, c'est un titre comme on appelle petit, un enfant voilà, qu'on aime beaucoup et qui est en train de grandir sous nos yeux. Et c'est l'histoire d'une très jeune fille qui a 13 ans et qui va d'un coup devoir dire adieu à son enfance, à sa maison, à son grand frère et à l'histoire familiale constituée par ses parents. Voilà, d'un coup, elle va comprendre que l'amour est beaucoup plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Pourquoi avoir choisi d'adopter le point de vue de l'enfant ou de l'adolescente en fait Alors, ça paraît un peu classique, mais en fait, quand j'ai commencé un peu à réfléchir à comment raconter ce sujet vraiment très précis, qui est le divorce et la séparation des parents, moi, je suis vraiment de la génération des enfants et adolescents des années 80 qui ont vu vraiment leurs parents commencer à divorcer massivement et qui n'en parlaient pas tellement à l'école. Voilà, c'était pas tellement un sujet à l'époque. Et quand j'ai un petit peu commencé à réfléchir à ce sujet, qu'est-ce que c'est qu'une adolescence où tout d'un coup on voit ses parents se séparer, on voit la famille se fissurer, et comment on peut raconter ça du point de vue d'un enfant ? En fait, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait au cinéma. Il y a plein de films sur des divorces et des séparations, évidemment. C'est même devenu une espèce de fonds de commerce. Mais qu'est-ce que c'est que précisément la douleur et les sensations d'un enfant qui voit ses parents se séparer ? C'est quelque chose qui n'avait jamais été raconté. Et donc pour moi, c'était un grand enjeu de cinéma que de choisir ce prisme. D'ailleurs, avant la douleur, c'est presque la perte de repères. On pourrait dire le dépaysement, comme un changement de décor, un changement de paysage, ce qui se joue dans sa vie à elle. Mais quand j'expliquais le film à mon équipe avant de le faire, je leur disais, en fait, c'est une histoire qui paraît très simple, mais il faut imaginer qu'on va raconter le Titanic. C'est-à-dire que Solange, elle adore ses parents, elle est hyper aimante, elle pense que sa famille, c'est le Titanic et que la vie, d'une manière générale, est le Titanic, c'est-à-dire un paquebot comme ça, cuirassé, qui s'avance flambant neuf dans l'océan. Et en fait, il suffit de rien, en l'occurrence un petit iceberg dans l'histoire du Titanic, et elle,
de la fin de l'amour pour que le paquebot se mette à sombrer. Et que le film raconte vraiment ça. C'est la manière dont sombre le grand navire familial. Un jour, tu auras 15 ans, tu auras 16 ans, tu auras 17 ans, cette déclaration d'éternité de la mère, hein, est si juste, mais si inconcevable pour l'adolescente qu'elle est. Parce que l'adolescence est un âge du présent, et on le voit bien avec Solange, et cette idée du Titanic que vous évoquez, Axel Repère. Elle ne se projette pas, elle ne peut pas relativiser. J'ai voulu raconter la manière dont des choses qui sont des petits chagrins pour nous adultes, voilà, je sais pas, la perte d'un chat ou une maison qui va être vendue ou un parent qui oublie de souhaiter un anniversaire, qui sont des petits accidents de la vie. Pour un enfant, tout d'un coup, il y a un peu un gouffre qui peut s'ouvrir sur ses pieds. Et c'est des choses que nous, on voit pas adultes ou qu'on a oubliées une fois qu'on est devenu adulte. Et il me semblait que par le cinéma et par la mise en scène, il y avait vraiment manière de ramener à la surface ces gouffres de notre enfance et de les animer, de les faire vibrer à nouveau. Parce que c'est un âge aussi où on voit tout en grand, où tout ce qui est petit est immense en fait. Hein. À la fois l'amour que l'on porte à ses amis, à ses parents, l'admiration, et on voit celle qu'elle a pour son frère ou pour des figures qu'elle admire, comme celle de Greta Thunberg. On écoute Solange et Lily. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un exposé sur Greta Thunberg. On a choisi ce sujet parce que pour nous, Greta, c'est la femme la plus importante de l'époque. Enfin, c'est pas juste une femme, c'est la femme. Et d'accord, elle a que 17 ans, il y en a qui la trouvent ridicule. Mais il y en a même plein qui disent qu'elle est manipulée. Mais nous, on dit que c'est n'importe quoi. Parce que Greta, c'est notre héroïne. C'est elle qui va nous sauver de la fin du monde. Oui, de la fin du monde. Les filles, on se calme un peu. Mais c'est sérieux. On va tous droit dans le mur. Et il y a une fille ici qui peut nous indiquer le chemin. Et cette fille qui n'a pas peur, c'est Greta. Alors, qui connaît pas encore Greta ici? Qui? Levez la main, on va pas vous manger. Oui, ici, tout le monde connaît Greta Thunberg. Et c'est vrai que pour les deux adolescentes de votre film, Axel Repère, Lily et Solange, Greta, c'est la femme. Alors que pour les adultes, Greta, c'est la gamine par excellence. Hein. C'est l'enfant qui est venu bousculer, ou l'ado qui est venu bousculer la question écologique, la lutte, le combat contre le réchauffement climatique. Hein. Et elle est souvent ramenée à ce statut d'adolescente, d'enfant qui ne sait pas. Moi, je suis très, très admirative des jeunes gens d'aujourd'hui, et notamment des jeunes filles d'aujourd'hui. Voilà, et je les regarde avec admiration et étonnement, parce que moi, dans ma génération, on n'était pas aussi déterminés et aussi, aussi téméraires. Et je suis frappée de la manière dont Greta Thunberg, le bashing qui pèse sur elle me frappe beaucoup et me choque beaucoup. Je pense qu'elle paye beaucoup le fait d'être une fille. Voilà, je pense qu'elle serait un jeune homme, elle n'entendrait pas la moitié des colibets qui lui pèsent dessus. Et que quand on est une jeune fille et qu'on est très active, on est très facilement traité d'hystérique, d'idiote, de petite fille manipulée. Et alors, c'est pas du tout le sujet de Petite Solange, mais le Petite Solange est un mélo, et donc c'est un film avec vraiment des grands mouvements de vie et aussi des grands mouvements d'amour. Et je voulais absolument raconter comment à 15-16 ans, on a besoin comme ça d'avoir des icônes et des personnalités qui tout d'un coup incarnent une espèce de fièvre et une espèce d'idéal. Quelles étaient vos icônes à vous quand vous aviez cet âge-là ? Alors moi, c'était la génération des années 80. Alors c'est vraiment pas la même génération. On n'avait pas de grande icône de pensée. Pas de pensée. Mais... On avait des chanteuses pop. Moi, j'adorais Madonna, j'adorais Sade, j'adorais Dépêche Mode, j'adorais Michael Jackson. On se projetait beaucoup dans des groupes de rock et des chanteuses, mais on n'avait pas de grandes icônes de pensée. Moi, par ma mère, par exemple, j'admirais Elisabeth Badinter, des gens comme ça, mais qui nous paraissaient vraiment d'une autre génération. Et je trouve que là, en 2020, il y a une proximité d'âge entre les icônes de pensée et la jeunesse qui est hyper intéressante. Mais Madonna, à sa manière, a mené des combats aussi. Complètement. Ouais. Sur le corps, peut-être différents que ceux de Greta Thunberg, et néanmoins. L'adolescence, qu'est-ce qui la distingue de l'enfance ? C'est-à-dire, est-ce que vous diriez, Axel Repère, qu'au début du film, Solange est une enfant, encore, et qu'à la fin, elle est réellement une adolescente ? Toute la fin du film est une espèce de morceau d'anthologie, une très 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 longue scène autour d'une table familiale où toute l'histoire familiale est revisitée et redite et se projette vers l'avenir, et où en fait on se rend compte qu'en 1h25 notre héroïne est passée de 12 ans à 16 ans. Voilà, c'est comme si elle avait vécu 4 ans de vie en l'espace d'1h25. Et donc il y avait vraiment un enjeu à raconter cette épopée intime qui est l'adolescence.
Et alors l'adolescence, c'est un drôle d'âge parce que c'est à la fois un âge où on vit les choses avec une intensité maximale et avec une grande douleur aussi. Voilà, je trouve que l'adolescence est quand même un âge très difficile. Je crois que c'est un âge où on fait beaucoup l'apprentissage de la solitude. Alors à la fois la solitude voulue et les détachements avec les parents, mais aussi la solitude subie. Avec cette espèce d'injonction à trouver un métier, à faire des études, etc. Et que c'est un âge à la fois très intense et très angoissant. Voilà. Et c'est un peu ce que raconte le film. Et c'est un âge où cette entrée dans l'âge adulte, qu'est l'adolescence, c'est un enfer pour le romancier Nicolas Mathieu, auteur de Connemara. En cette rentrée, invité ce matin de Guillaume Erner. L'adolescence est un cauchemar, soyons clairs. L'adolescence, moi, c'est le moment le plus brûlant de nos existences. C'est celui où on est peut-être le plus sensible, le plus fragile. C'est peut-être aussi les premières fois où on se brise et donc que les choses sont à reconstruire. J'essaye de faire un roman quand même qui voit large, c'est-à-dire des vies dans leur continuité, depuis l'enfant jusqu'à la quarantaine, qui voit large aussi socialement, qui voit large géographiquement, etc. Donc faire l'impasse sur l'adolescence, je ne saurais pas le faire, quoi. C'est le moment crucial. Il y a cette idée de métamorphose qu'évoque aussi Nicolas Mathieu dans cette comparaison de l'adolescence au cauchemar, cet âge brûlant. Elle va se constituer une carapace, votre héroïne, à travers cette douleur, ce qu'elle traverse en fait. C'est pour ça que c'est un mélo et que c'est pas du tout une chronique dramatique, c'est que c'est un film qui explore la très très grande douleur de cette petite fille au début du film qui voit ses parents se séparer et qui vraiment touche le fond et qui vit une espèce d'odyssée de souffrance. Mais paradoxalement, cette odyssée de souffrance la propulse vers l'avenir, c'est-à-dire qu'elle s'est peut-être débarrassée de l'affection naïve qu'elle avait pour ses parents, que peut-être que sa douleur va devenir une forme de bouclier, peut-être que même que cette traversée de grandes épreuves va lui donner une forme de sagesse. Et c'est un peu un paradoxe de l'adolescence, c'est que quand une adolescence se passe bien, finalement, les grandes douleurs deviennent un peu des boucliers ou des choses déterminantes. Voilà, quand ça se passe bien, ça se passe pas toujours bien. Mais c'est aussi ce que j'ai voulu raconter. Et c'est Jacques Toyon, le réalisateur de Ponette et du Petit Criminel, qui dit avoir toujours aimé les individus qui ont la force de dire non. Et les enfants ont cette force, ajoute-t-il. Et elle dit non, en fait, aussi, votre personnage, sans trop raconter le film. Elle dit non à la tristesse aussi, à un moment dans le film. Les adultes, en fait, ils sont assez égoïstes, tels que vous les présentez, Axel Ropert, dans Petite Solange, trop habités par leur propre bonheur pour celui qui a rencontré quelqu'un d'autre, ou par leur propre souffrance pour celle qui se sent quittée. Ils ne voient pas le séisme que leur dispute est en train de provoquer chez leur enfant. Il y a le monde des enfants et le monde des adultes, dit d'ailleurs le père, incarné par Philippe Catherine dans le film. J'espère que tu comprends la différence. En fait, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux mondes ? Ce ne sont pas deux mondes parallèles, pas si hermétiques qu'ils en ont l'air, non ? Pour moi, il y a une très très grande différence justement sur le rapport au cynisme et à l'innocence. Voilà, moi je me souviens que quand j'avais 13-14 ans, je ressemblais pas du tout à Petite Solange. Moi je lisais énormément, j'étais très studieuse, je lisais déjà un peu de philo, alors que ma petite Solange, elle est un peu cancre, elle est un peu naïve, donc j'étais très différente. Mais je me souviens que j'étais très très choquée par le cynisme, par le cynisme des adultes, par le relativisme moral, par la façon dont on me disait « tu verras quand tu seras grande ». Voilà. D'ailleurs, je reste très choquée par le cynisme et je crois vraiment qu'aucun adolescent n'est cynique. Voilà, et que c'est quand même la grande ligne de partage entre l'adolescence et les adultes, c'est vraiment cette question du cynisme, c'est-à-dire que la manière dont nous, adultes, on s'accommode de petites choses ou de demi-solutions ou de demi-lâchetés, pour l'adolescence, c'est scandaleux. Voilà, et je trouve ça très beau que la lâcheté soit quelque chose de scandaleux pour nos adolescents. Donc vraiment là-dessus, je crois vraiment que quand même c'est très très hermétique, les deux mondes. Cette phrase, elle revient où elle apparaissait déjà dans l'un de vos précédents films, La famille Wahlberg. Ce qui se passe entre ton père et moi, c'est un autre monde. C'est un monde indépendant des enfants. Vous étiez déjà travaillé par cette idée que vous prolongez à travers ce film Petite Solange, ce monde de l'enfance et ce monde adulte et ce qui peut les distinguer aujourd'hui. Soudain, dans les disputes de ses parents, Solange, elle n'est plus au centre, telle que vous l'avez filmée. Elle est mise de côté, cette adolescente. Elle n'attrape d'ailleurs que des bribes d'engueulades, quelques cris, quelques larmes, des silences aussi. Quel témoin est-elle de cette vie d'adulte ?
Où est-ce que vous avez voulu la positionner ? Mais je l'ai vraiment positionné comme un enfant qui regarde le monde des adultes. Et un enfant qui regarde le monde des adultes, c'est pas du tout un enfant qui a accès à une espèce de vérité globale et générale et entière des situations. Par exemple, moi j'ai été très influencée par un livre d'Henry James qui s'appelle Ce que savait Maisie, qui est un livre extraordinaire mais complètement cérébral, hein, comme toujours Henry James, pas du tout émouvant, et qui raconte l'histoire d'une petite fille, Maisie, qui est déchirée entre ses deux parents, qui se livre une espèce de partie d'échiquier atroce avec elle. Et Ce que savait Maisie est un titre très très ironique. En fait, elle ne sait rien, Maisie. Elle ne sait absolument rien de ce qui se passe entre ses parents. C'est un livre qui m'a beaucoup marquée par sa très très grande intelligence et par sa tactique romanesque, même si c'est pas du tout un mélo. Et je trouve qu'il y a un truc très juste sur le fait que les enfants sont un peu comme des petits détectives de nos existences. Ils n'ont pas du tout accès à des vérités globales, mais en fait ils collectent des indices, des bribes, et ils essayent de les recouper de manière très très maladroite souvent. Et à partir de ces petits indices, ils essayent de construire une vérité. Alors souvent, ils sont à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'ils imaginent des choses extraordinaires là où il y a des toutes petites choses. Mais quelquefois, ils ont accès à des vérités. Et Petite Solange fonctionne un peu là-dessus. C'est comme une espèce d'enquête menée par une jeune fille qui essaye de comprendre ce qui se passe vraiment entre ses parents. Vous pensez que les enfants comprennent beaucoup plus qu'on ne le pense ? Je pense qu'il y a un truc d'imprégnation qui est tellement fort que les enfants comprennent des choses et sentent des malaises, sentent la violence, sentent même les secrets sexuels, parce que dans le film, il en est un tout petit peu question. Petite Solange a un père qui va voir ailleurs et qui a une maîtresse absolument ravissante. Alors, c'est pas tout à fait le sujet du film, mais chez ma petite Solange, il y a une espèce de malaise d'un coup à sentir que son père va voir une jeune femme alors que sa mère est à la maison. Et qu'est-ce que cette petite jeune fille fait de ce savoir qu'elle a d'un coup sur son père ? Voilà. Enfin, sa mère est à la maison, elle est aussi sur la scène Oui. en même temps, parce qu'elle est comédienne dans le film et elle va essayer, prise un peu dans ce conflit de loyauté, dans ce secret qu'elle va devoir porter malgré elle, puisqu'elle a surpris son père dans des gestes un peu tendres avec cette femme qui travaille avec lui. Elle va tenter d'entourer et de protéger sa mère aussi, d'être là pour elle. Qu'est-ce qu'elle leur demande au fond à ses parents, Solange ? En fait, elle se met à jouer un espèce de rôle inverse, mais je pense que c'est le rôle que beaucoup d'enfants jouent ou d'adolescents, c'est-à-dire qu'ils se mettent à être les parents de leurs parents, quoi. C'est-à-dire cette espèce de drôle de situation où un enfant tout d'un coup n'est plus protégé par ses parents, mais se met à protéger un de ses parents ou ses deux parents. Et c'est un rôle que je trouve que les enfants et les adolescents font le plus vaillamment possible, avec le plus de cœur possible, mais c'est un rôle complètement contre nature, en fait. Normalement, un enfant ne devrait pas protéger ses parents, et surtout pas ses parents l'un contre l'autre. Et ma petite Solange, mais c'est aussi la trame du mélo, tout d'un coup se met à devoir faire des choses qu'elle ne devrait absolument pas faire. Voilà, donc protéger un parent contre l'autre, garder des secrets, s'inquiéter pour ses parents. La famille idéale n'existe pas, mais qu'est-ce que c'est la famille au fond pour vous, Axelle Repper, d'abord, avant tout ? C'est la première épreuve de l'amour et du déchirement et de la trahison. Et c'est aussi le bain éternel dont il faut s'émanciper. Voilà, je pense aussi qu'il faut s'émanciper de la famille. Comment elle est représentée le plus souvent au cinéma ? Est-ce qu'il y a même une manière très... Ah, le téléphone sonne. Oui, je suis désolée, c'est moi qui ai oublié d'éteindre mon téléphone. C'est sonné. C'est la vie hors champ. Espérons qu'il n'y ait pas d'urgence. Comment elle est représentée, la famille, pour vous, le plus souvent au cinéma ? Est-ce qu'il y a une manière assez française de filmer la famille ? Je dirais qu'il y a deux écoles, et moi je me reconnais dans aucune des deux écoles. Il y a l'école alors très vieillotte, traditionnelle, la famille ricorée, j'appelle ça, c'est-à-dire la famille idéale, blanche, parfaite, souriante, folklorique. Moi ça me rend, ça me rend antisociale immédiatement. Et puis il y a la famille vraiment cinéma moderne qui date de la nouvelle vague, où tout d'un coup la famille est le lieu de toutes les colères, ou de toutes les névroses, ou de toutes les perversités, ou de toutes les violences. Voilà. Moi, j'avoue qu'en fait, il n'y a aucun des deux modèles qui me satisfait. Et que moi, j'aime plutôt le cinéma américain qui avait cette capacité, qui n'est pas tellement une capacité du cinéma français, à raconter des grandes histoires familiales, à la fois très édéniques et très douloureuses. Voilà. Et moi, j'aimerais bien plutôt m'inscrire dans cette famille de cinéma-là. En 2014, pour l'exposition François Truffaut à la Cinémathèque de Paris, vous réalisiez 3 courts-métrages avec la jeune garde du cinéma français pour évoquer au présent la figure du cinéaste. On écoute François Truffaut. Je navigue entre les histoires d'enfants et les histoires d'amour, c'est certain, parce qu'il me semble que les autres histoires, on ne peut les raconter qu'une fois. Vous voyez, il me semble que si on fait le pont de la rivière Kwai, 2 ans après, on ne peut pas refaire le pont de la rivière Kwai. Tandis qu'une histoire d'amour n'est jamais la même. Si la fille est plus âgée de 6 ans ou plus jeune de 6 ans, c'est une autre histoire.
Et c'est pareil avec les enfants, on n'en a jamais fini. Et des histoires, des projets d'enfants, j'en ai énormément. Mais je ne veux pas les faire, comment dirais-je, à la suite, parce que je n'aimerais pas non plus être spécialisé. Un dialogue d'enfants écrit par des adultes, c'est une chose très pénible. Alors les enfants, on leur explique la situation et ils sortent le dialogue avec leurs mots à eux. Ils ont un sens très fort du réalisme, de la vérité. Donc ça, c'est une collaboration. Il faut collaborer avec les enfants. Voilà ce que dit François Truffaut de l'enfance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que les histoires d'enfants, en fait, on n'en a jamais fini? C'est vraiment un monde, oui, absolument ténébreux et merveilleux et je ne sais pas, source d'étonnement absolument tout le temps. Moi, mon héroïne, c'est pas un enfant. Enfin, je trouve que les films avec enfants sont merveilleux, mais par ailleurs, pour l'avoir un peu expérimenté, c'est quand même la chose la plus difficile à faire au monde, hein, faire un film avec des enfants. Et moi, l'actrice que j'ai choisie pour Petite Solange, elle a une qualité très particulière, c'est qu'elle était très jeune quand elle a fait le film, elle avait à peine 14 ans. Et elle était vraiment à cette jonction de l'innocence et de la grâce et ontologique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas y toucher. Et en même temps, c'est une jeune fille qui avait le goût du jeu. Voilà, c'est vraiment une actrice qui adore jouer. Moi, je l'appelais un peu dans ma tête ma petite Isabelle Huppert. Elle adore jouer, elle adore la caméra, elle adore la mise en scène. Et donc, elle était vraiment à la jonction de cette grâce comme ça inconsciente de l'enfance et de la jeune fille qui a déjà un sens presque technique du jeu et qui aime l'artifice. Et donc vous avez aimé aussi la diriger? En tout cas, j'ai aimé qu'elle joue avec la mise en scène, qu'elle accepte qu'il y ait des consignes, parce que moi je fais une mise en scène vraiment très très précise. C'est pas du tout un film filmé de manière documentaire, c'est vraiment un mélo avec des grands mouvements de caméra. Et il me fallait aussi une très jeune adolescente qui soit capable de se mouler dans un dessin général. Voilà. Et j'ai eu la chance assez miraculeuse de tomber sur une jeune fille de 14 ans qui avait à la fois cette grâce inconsciente et en même temps ce goût de la mise en scène comme une actrice adulte. Elle a continué à tourner depuis? Elle va continuer? Oh, elle va continuer, mais elle a 15-16 ans, elle est hyper douée dans la vie, donc voilà, elle a plein d'autres choses à faire. Originalité du style, deux styles, a dit le jury du prix Jean Vigo qui vous a récompensé l'an dernier. Vous revendiquez un style assez pur, assez classique dans votre cinéma, contre vents et marées. Est-ce que c'est là que réside l'originalité pour vous de votre style de cinéaste, de vous méfier des modes, Axel Repère? Alors, Éric Rohmer disait qu'au cinéma, le classicisme est toujours en avance. Voilà, et moi j'aime beaucoup cette phrase. Moi, je me sens vraiment comme une petite fille de la nouvelle vague, qui est quand même le grand cinéma moderne, et pas du tout comme une tenancière d'un cinéma classique sclérosé. Ce qui fait ma différence, c'est que moi, je crois beaucoup, beaucoup au récit. Voilà, parce que moi, j'aime les films de récit et je suis une grande lectrice de romans. Et donc, c'est vrai que j'adore les films où il y a un récit très clair et très harmonieux qui se déploie. Et j'adore les personnages de cinéma. Et j'adore qui suscitent des affections, des affects, un rapport compliqué avec le spectateur. J'aime bien ça. Et donc, ça va avec une forme peut-être de classicisme. Mais moi, je suis quand même à fond du côté du cinéma moderne. Allez, parlons-en un peu du spectateur, justement. Vous avez dit assumer l'idée de faire un mélo, rire ou pleurer au cinéma. Les mots de Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène. Il est mort il y a tout juste un an, le 8 février 2021, Jean-Claude Carrière. L'émotion du rire et des larmes a pour effet, quand c'est vraiment réussi, de désarmer un public. C'est-à-dire de lui dire d'abord qu'il a le droit de pleurer et qu'il a le droit de rire, qu'il ne vient pas assister à un spectacle qui est une obligation culturelle, qu'il n'accomplit pas un devoir de savoir ou de connaissance, que non, que lui sont proposées des émotions simples, ordinaires, quotidiennes de la vie de tous les jours, qui sont rire et pleurer. Quand tout à coup, par une simple émotion humaine, vous brisez ces barrières-là, à ce moment-là, vous les faites tomber, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer chez votre spectateur? Est-ce que vous faites partie de ces réalisateurs qui vont aller chercher des émotions qui, comme le dit assez joliment Jean-Claude Carrière, vont désarmer le spectateur, le dépouiller un peu de ses résistances, Alors que moi j'ai voulu faire un mélo, voilà, parce que moi je suis une spectatrice qui adore pleurer au cinéma et que je trouve triste que les pleurs au cinéma soient un peu dévalorisés, voilà, soient un peu associés à une forme de facilité ou d'esprit de minette. Voilà, c'est une espèce de désaveu d'ailleurs que je m'explique pas très bien. Je ne sais pas pourquoi les pleurs qui étaient tellement valorisés au 19e siècle ne sont plus tellement maintenant dans la culture populaire. Enfin, ou plutôt sont valorisés dans la culture populaire, mais pas tellement dans la culture intellectuelle. Moi, je trouve que c'est magnifique de pleurer au cinéma et en fait, c'est se redécouvrir être humain.
avec sa simplicité, sa dimension démunie, avec les secrets qu'il y a en nous. Voilà, je trouve que pleurer au cinéma, c'est se redécouvrir en fait soi-même. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Par ailleurs, je ne pense pas qu'on se dise je vais faire un film et je vais faire pleurer les gens. Enfin, ça ne marche pas comme ça en fait. C'est comme quelqu'un qui voudrait écrire une chanson et qui se dirait je vais faire une chanson qui va être très belle. Ça ne marche pas comme ça. J'ai pas filmé les scènes de Petite Solange en me disant je veux que ça soit émouvant. Il se trouve que la musique du film et que la musique des scènes rendait les choses émouvantes et que l'émotion était très perceptible. Mais c'est pas une recette. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat et de beaucoup plus tactile que ça, faire pleurer au cinéma. Et pleurer dans la vie, la tristesse aussi, l'arrivée des larmes, ça peut être un moteur, c'est pas simplement une émotion négative. C'est jamais une émotion négative. Le ressentiment est une émotion négative, ou la jalousie, ou l'envie, ou le dépit sont des émotions négatives, des émotions qui bloquent. Les pleurs, en fait, déjà, on se libère peut-être d'un poids qui est entre nous et qui est lourd. Et vous avez remarqué, on est souvent beaucoup plus léger quand on vient de pleurer. Et puis c'est drôle que vous invitiez Michael Fossel juste après, parce que je suis beaucoup son travail et c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup la pensée. Et il a écrit des choses très belles sur la consolation. Et le fait de pleurer, en fait, n'est pas du tout une forme d'aveu ou de faiblesse. En fait, ça console quelque chose en nous qui avait besoin d'être consolé. On n'avait pas conscience qu'on avait besoin d'être consolé. Et je trouve que le cinéma est très, très fort pour apporter une forme de consolation, avec la musique, d'ailleurs. Je trouve que c'est des arts qui réparent quelque chose en nous de manière très, très forte. Pourquoi avez-vous pleuré la dernière fois ? La dernière fois que j'ai pleuré, c'est pour la mort de Johnny Hallyday. Je le dis publiquement, j'étais en train d'écrire Petite Solange et l'effusion nationale qui autour de ça m'a assez bouleversée. Et j'étais devant ma télé, j'ai vu la grande cérémonie d'adieu à Johnny Hallyday. J'ai même les larmes aux yeux rien que d'y penser. Et je me souviens de cette image magnifique du convoi funéraire et des Hells Angels autour de lui sur les Champs-Élysées. J'ai trouvé ça magnifique et j'ai pleuré devant ma télévision. Je le dis sans honte. Voilà, au cinéma ou devant sa télé. C'est la vie avec Axel Roper. Petite Solange sort en salle demain, mercredi. Merci beaucoup à vous d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Merci.